Bienvenue à toutes et à tous. Après un petit sondage qui a recueilli quelques votes, c'est cette thématique de vidéo qui aura retenu votre attention. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet bouillant. Nous allons parler d'un sujet impressionnant, la construction d'un scénario en jeu de rôle solo. Comment ? J'ai pas compris. Hein ? Ah oui, c'est vrai. J'avais dit que ça ne servait à rien de construire un scénario puisque en solo, tout allait se générer automatiquement. Et c'est vrai, je l'admets, moi-même je pratique beaucoup le bac à sable. Mais heureusement, ce n'est pas uniquement la seule façon de jouer en jeu de rôle solo. Alors attention, je ne prétends pas être spécialiste des scénarios de jeux de rôle. Je ne suis ni auteur, ni écrivaine, même si j'ai la chance d'en côtoyer régulièrement. Ce que je vous propose aujourd'hui, ce sont de petites astuces pour pallier la trouille, voire le blocage de certains joueurs de solo à l'idée de se lancer dans un scénario préparé par leurs propres soins. Quand on vient du multi, que l'on soit joueur ou que l'on soit MJ, on est déjà habitué à des scénarios qui sont construits et cohérents dans le cadre d'une partie de jeu de rôle. De même que si l'on n'est pas initié au jeu de rôle, le tout venant a l'habitude des fils construits, que ce soit dans les séries, dans les films, dans les romans ou même dans les jeux vidéo. Alors, avec la génération aléatoire d'événements dans le jeu de rôle solo, on peut être pris au dépourvu par le manque de cohérence narrative qui va en découler. Alors, comment résoudre cela ? Quel type d'arc narratif proposer ? Jusqu'où aller dans la prévision ? Quelle part laisser à l'improvisation ? Voilà tout un tas de questions que je vais tenter de dégrossir ici. Partons du postulat que vous avez choisi votre jeu de rôle, vous avez choisi votre système, vous avez créé votre personnage ou pas d'ailleurs, ça n'a guère d'importance. Vous êtes sur le point de débuter votre partie. Vous n'avez qu'une carte à tirer, qu'un dé à lancer pour initier votre aventure, mais voilà, c'est l'angoisse. Vous ne savez pas quelle direction cela va prendre, ni comment vous allez développer cette histoire une fois que vous l'aurez débutée. Grand 1, les arcs narratifs et le schéma actentiel. Alors, qu'est-ce qu'un arc narratif ? Eh bien, c'est tout simplement le squelette de l'histoire, la façon dont les événements vont se succéder avec une introduction, des péripéties et une fin. La science des arcs narratifs littéraires est quelque chose de très précis, de très pointu, dans laquelle j'ai mis le nez à plusieurs reprises et je ne prétends pas la maîtriser pour autant. Alors, voici quelques schémas bien connus d'histoire pour vous illustrer vraiment les grandes lignes, le b.a.-ba. Alors, tout d'abord, l'arc en 3 actes, qu'on appelle aussi, j'ai mes notes juste là, c'est pour ça que je regarde beaucoup, la pyramide de Freytag. Voilà. Alors, vous me direz, super, vous voilà fort peu avancé. Et j'en conviens. Non, ce que je veux vous dire aussi, là, c'est qu'en général, une partie de jeu de rôle, ça débute avec la présentation des personnages, dans le contexte. Ensuite, il y a un événement déclencheur qui va générer le démarrage de la quête. Le héros, les héros vont affronter des adversités. Progressivement, la tension va monter jusqu'au climax. Là, c'est tension maximale. En général, c'est la rencontre avec The Boss
de l'histoire. Advienne que pourra, une fois qu'est résolue cette interaction avec le boss, enfin au climax, la tension va redescendre d'un coup et couler tout doucement vers une fin. D'où le côté pyramide. C'est une généralité. On verra plus tard comment en dévier légèrement, histoire de créer un peu d'originalité dans vos scénarios. Il existe aussi des schémas narratifs bien plus complets, avec plein de ramifications, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Par contre, c'est super intéressant et je vous encourage à faire vos propres recherches sur le sujet. J'en profite également pour vous montrer un autre type de présentation qui est hyper pratique, hyper simple et bien connu, c'est le schéma actentiel. Alors, c'est super, mais en solo, quand on ne sait pas encore ce qui va nous arriver, comment on fait pour réfléchir à ça? Eh bien, c'est à ce moment que je vous emmène dans ma deuxième partie. Grand 2, prévoir son aventure en solo, la session 0. Créer son aventure à partir de rien, ça ne veut pas forcément dire ne rien prévoir du tout. Alors, si certains adorent improviser, d'autres se rassurent avec une petite préparation en amont. Évidemment, en jeu de rôle solo, il faut quand même se garder un peu de surprise et de la place pour développer son imaginaire. À titre personnel, je ne suis pas partisane des scénarios qui sont déjà écrits dans le commerce. Par contre, j'ai pas non plus envie que mon aventure parte dans tous les sens et qu'elle ne débouche jamais nulle part. Aussi, je vais vous proposer là une méthode du juste milieu. Donc je vous précise que c'est vraiment une méthode qui m'est personnelle et ce n'est pas une référence à retenir. De plus, l'équilibre entre préparation et improvisation vous appartient à chacun. Il peut bien sûr varier d'une personne à l'autre, mais aussi d'un jeu à l'autre, ou même au gré de vos envies d'un jour à l'autre, d'une partie à l'autre. Alors, avant de commencer, faites d'abord le tri entre ce que vous avez envie de jouer et ce que vous préférez laisser au hasard. Parfois, on peut avoir une envie très globale. On peut se dire « j'ai envie de jouer quelque chose d'épique dans un monde post-apocalyptique ». Ou des fois, on peut avoir une envie super précise. J'ai envie de jouer une chasseuse de monstres qui doit sauver des animaux qui seraient capturés par des méchants. Voilà. Donc, en dehors du jeu de rôle choisi, là on va se concentrer surtout sur le scénario et on va imaginer en effet que je vais jouer ma chasseuse de monstres, disons dans un univers plutôt contemporain, et que ma quête, ce sera d'arrêter un mage noir qui fait du mal aux animaux. Bon, on va remplir le schéma actentiel qui correspond. Et on va choisir ce que j'ai envie de définir d'avance et ce que j'ai envie de laisser au hasard. À ce stade-là, même si on est sur une session 0, moi dans ma tête je suis déjà un peu en train de jouer et en fait j'adore cette partie. Et ça me permet aussi de me glisser finalement dans la peau du MJ. Alors, mon héroïne ce sera ma chasseuse de monstres. La quête, arrêter un mage qui s'en prend à des animaux de compagnie. L'objet de cette quête, ce sera de vaincre le méchant et de sauver les gens et les animaux. Le destinateur, eh bien, ce sera une personne qui m'annoncera un meurtre étrange.
Et le destinataire de cette quête, eh bien, c'est le monde que je vais sauver et tous ces petits animaux. Les adjuvants. J'ai bien envie de me créer 2 PNJ, histoire qu'on soit un groupe de 3. Et puis peut-être que, au hasard, il y en a d'autres qui arriveront comme ça dans le scénario. Et les opposants, eh bien, il y a un mage noir qui est le méchant principal qui veut remplacer les animaux de compagnie par des monstres. De ce fait, les monstres sont aussi des méchants, en quelque sorte. Et pour le moment, j'ai déjà pas mal de choses pour débuter. Maintenant, soit je démarre au sein d'un jeu de rôle qui existe déjà, soit je crée un univers et je décide d'utiliser les règles d'un système que je connais déjà, donc par exemple la 5E, donc 5e édition Donjons et Dragons, Fate, Year Zero Engine, Monde des Ténèbres, Dirty System, j'en passe, en fait il y en a plein. Et d'ailleurs, comment faire son choix? Et comment ensuite construire cette aventure? 3e partie, intégrer son aventure dans un univers de jeu de rôle. Si vous avez choisi de placer votre aventure dans le cadre d'un jeu de rôle qui existe déjà, vous avez lu le livre, le PDF, vous connaissez l'or, les règles, pas de problème. Ce sera simple. D'autant qu'il y a pas mal de jeux en plus qui donnent des exemples de comment créer sa propre partie. En revanche, si vous choisissez d'inventer complètement un univers et que par-dessus vous collez un système de règles qui vous plaît, eh bien, il va falloir un petit peu plus de travail. Donc si vous prenez cette option, dans un premier temps, je vous conseillerais plutôt de jouer du contemporain. Dans notre monde, parce que normalement vous connaissez en fait, comme c'est le monde dans lequel on évolue là, à part si vous avez vécu dans une grotte pendant les 20 dernières années, vous êtes à peu près au fait. Ou alors vous pouvez vous concentrer sur une période historique qui vous plaît beaucoup, ou alors même vous glisser dans la peau d'une œuvre de fiction que vous appréciez particulièrement. Alors, moi je vais partir, il y en a peut-être qui l'ont déjà deviné, sur un jeu qui s'appelle Monster of the Week, et qui est bien connu dans la grande famille des PBTA, les jeux propulsés par l'apocalypse en bon français. Donc on y incarne des chasseurs de monstres et chaque aventure est un petit peu comme l'épisode d'une série fantastique telle que la trilogie du samedi soir et autres merveilles télévisuelles qui me rendent nostalgique. Je vais simplement utiliser donc le système qui est proposé avec le jeu, les archétypes de personnages qui sont proposés dans le jeu et surtout, fait très intéressant, je vais en profiter pour vous montrer la manière dont j'ai adapté les conseils de création de scénario qui sont donnés par Monster of the Week. 4e partie donc, comment créer un one-shot. Je vais vous montrer comment je fais, une fois ce fameux schéma actentiel bien défini, comment je vais créer la base de ce petit scénario tout en laissant place à de l'improvisation et en permettant de créer la surprise. Et je vais faire tout ça en 6 points. Ouais, c'est ça. Premièrement, le concept. Essayez de faire tenir ça dans une phrase. Pour ma part, ce sera: un mage noir veut remplacer les animaux de compagnie des gens par des monstres déguisés et créer une armée du mal sur la terre. Et bien sûr, mon personnage veut arrêter ça. Voilà. L'accroche. Alors, comment je vais accrocher mon personnage à cette histoire? Eh bien, une vieille femme va être retrouvée morte, dévorée par le petit chaton qu'elle venait d'adopter, et mon personnage va enquêter là-dessus. Voilà une belle accroche. 3. Le monstre. Donc le grand méchant.
Pour le moment, je vais l'appeler Monsieur X parce que j'ai pas trop d'idées. Ce sera un méchant mage noir. Et il sera de type reproducteur. Alors, ça veut dire qu'il veut donner naissance à quelque chose, engendrer le mal. Là, il veut créer une armée de monstres sur Terre. Ses attaques, eh bien, ça peut encore bouger, mais je verrais bien l'hypnose, le contrôle des monstres, bien sûr, et une espèce de magie de transmutation du vivant. Il peut prendre un animal vivant et le transmuter en truc monstrueux. Et sa faiblesse, ça passera par les yeux. Et lui crever les yeux serait un moyen très intéressant de venir à bout peut-être de ce personnage, mais chut, mon héroïne ne le sait pas encore. Les sbires. Eh bien, les sbires, ce sera tout un tas de monstres différents et difformes qui se feront passer pour des animaux de compagnie, une fois sous l'emprise du sort du grand méchant. Ces monstres seront de type fléau, puisque leur seul but sera de submerger et de détruire l'humanité. En fait, ils veulent simplement bouffer des gens, bouffer des trucs. Voilà. Leur motivation, eh bien, c'est de devenir l'espèce dominante de cette planète, et ils ont simplement comme pouvoir de dévorer et de se faire passer pour de mignons petits animaux de compagnie. Et ils n'ont pas de faiblesse en particulier. Ils sont pas très forts, mais ils n'ont pas de gros points faibles de talons d'Achille non plus. Donc à partir de là, on a fait les 4 premiers points de ce que j'ai annoncé, et c'est là que je vais marquer une grosse différence entre préparer une partie pour du multi et préparer une partie pour du solo. Alors pourquoi je dis ça maintenant ? Eh bien, ça va être parce que je vais me limiter à préparer uniquement le début. Là, je vais prévoir des PNJ et des lieux. Mais, vous allez voir, je vais pas aller très très loin. Comme je vous l'ai dit, ma personnage, elle sera accompagnée de 2 PNJ. Mais eux, je les compte pas dans les PNJ que je vais créer pour le contexte de mon histoire. Ça va être un peu comme si je jouais 3 personnages à tour de rôle. Je vais plutôt créer 3 figurants, appelons-les comme ça. Donc 5, les figurants. Ah, ouais, 2 ou 3, ça peut être bien de les créer en amont. C'est pas obligatoire, hein. Je verrais bien un premier PNJ qui s'appellerait Monsieur Gordito et qui serait le flic en charge de l'enquête. Et lui, son but, ça va être de comprendre ce qui s'est passé. Il va vouloir aider des personnages à résoudre l'enquête, puisque c'est l'affaire de sa vie. Donc il peut aussi avoir à un moment une espèce de compétition entre lui qui veut résoudre l'enquête et mes personnages aussi. On verra. Deuxième personnage, appelons-la Judith. Judith Soubéran, la fille de la victime. C'est elle qui lui avait offert le chaton pour lui tenir compagnie. Elle est sceptique et elle nie toute possibilité d'une explication surnaturelle. Et comme j'imagine que mes personnages ne vont pas se gêner pour aller l'interroger, je l'ai tout de suite créé de base. Et en troisième PNJ, mettons qu'il y aura Madame Odette. Odette Bredotto. C'est la voisine copine de la victime. Elle a tout vu depuis sa fenêtre. Et c'est un témoin clé. Cependant, elle est atteinte d'Alzheimer. Mais elle est tout à fait prête à révéler des informations. Voilà mes 3 PNJ de départ. Ensuite, il faut des lieux. Bah oui, parce que finalement, les lieux sont presque aussi importants que les personnages. Donc, 6e et dernier point, les lieux. Le lieu numéro 1, ce sera bien entendu l'appartement de la victime.
Un appartement, somme toute, assez classique pour une vieille dame qui vit seule. Et c'est ce qu'on va appeler un carrefour. Parce que ça va être le carrefour du début de l'histoire, là où tout le monde va se rencontrer, où les informations vont émerger. Et on y retrouvera bien sûr Monsieur Gordito, le flic en charge de l'enquête. Ensuite, il y aura l'appartement de Odette, la voisine, la copine. Et ça, c'est une sorte de plaque tournante pour les indices, puisque elle a des indices à révéler. Et enfin, je créerai un lieu qui en fait est le lieu de travail de la fille de la victime, mais tout ceci est encore très vague et à définir, et je préfère laisser ça au hasard parce que j'ai déjà le cerveau qui travaille et je m'imagine déjà les différents tirages qui pourraient déboucher sur une histoire, une enquête invraisemblable. Bon, reprenons la courbe de l'arc narratif. Scène d'exposition dans le quotidien de mon personnage. Elle apprend qu'une vieille dame a été dévorée par son chaton et décide d'enquêter avec ses acolytes. Phase d'enquête, phase de péripéties, des recherches, des oppositions, tout ça, ça va être généré au hasard, par les cartes, par les dés, mais à chaque fois, je vais faire en sorte que le but principal, ça va être de retrouver la source de ce mal. On va arriver au climax. Donc là, ça va être la rencontre avec le grand méchant, avec le mage sorcier pour le vaincre. Résolution, en fonction de l'issue du combat, que j'espère plutôt positive. Et ensuite, en fonction, redescendre de la tension, et puis on verra où cela nous mène. Je récapitule très rapidement. Je joue une chasseuse de monstres, on va dire fin des années 90. Elle va être confrontée à une enquête, où une vieille dame a été dévorée par son petit chat. Elle va faire appel à des potes, et ensemble ils vont tenter de remonter la piste d'un mage noir et de sauver le monde d'une invasion de monstres. À partir de là, on rajoute les détails qui nous plaisent, et on les intègre. On n'hésite pas à prendre des petites notes un peu tout le temps, dans la journée, dans la semaine, et puis on verra si ça donne de l'inspiration pour plus tard. Surtout, organisez-vous comme vous êtes à l'aise. En solo, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas d'ordre pour prévoir, pour jouer. Vous pouvez même commencer à écrire alors que tout n'est pas prêt. Revenez sur vos idées si vous avez changé d'avis. C'est pas très important parce que c'est juste pour vous. Avant d'arriver à la fin de cette vidéo, j'en profite pour glisser un petit bonus que je vous avais promis, c'est comment sortir des sentiers battus. Donc je vous ai donné là une méthode assez personnelle pour créer un scénario. Avec ça, vous avez largement de quoi démarrer tout un tas de scénarios dans un schéma très classique qui fonctionnera super facilement pour improviser et puis pour créer plein de trucs, vous surprendre. Mais vous le savez certainement, toutes les quêtes de tous les scénarios ne visent pas à combattre un grand méchant. J'aime bien fonctionner avec des verbes d'action pour trouver des idées. Et pour vous donner des exemples, je me suis permis de prendre une partie des idées dans le petit guide du jeu de rôle solo de Pierre Gavard-Colony. Je vous mettrai le lien en description. Vraiment, lisez-le. Et voici ce qu'on peut y trouver comme type de scénario et de quête. Ça peut être sauver quelqu'un, sauver quelque chose. Venger quelqu'un, se venger soi-même. Être traqué ou être hanté. Ça peut être détruire une machine ou détruire une idée, un groupe politique ou que sais-je. Posséder, acquérir un objet, un pouvoir. Se révolter contre quelqu'un, contre une autorité. Ravir ou kidnapper un objet, une personne. Ça peut être encore de résoudre une énigme, ou même de rivaliser avec une personne, avec un groupe en compétition, ou encore se défendre contre une erreur judiciaire,
etc., etc. Si vous avez d'autres idées, mettez-les en commentaire, je suis sûre qu'il y en a tellement. Ne perdez jamais ça de vue. Et sinon, en ce qui concerne les introductions, afin d'apporter un peu de fantaisie à la manière vraiment de démarrer le récit, voici quelques idées. Pourquoi pas débuter déjà au cœur de l'action, en plein milieu d'une attaque, en début d'histoire? Pourquoi aussi ne pas débuter dans un rêve, qui serait en fait un rêve prémonitoire quand le personnage se réveille? Ou alors, vous débutez juste avant le climax, au maximum de la tension, et vous racontez tout ce qui s'est passé avant. Et une fois que vous avez fini de tout raconter, hop, combat contre le méchant. Vous pouvez aussi, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, débuter des années plus tard, après que l'histoire se soit terminée, et de faire comme si c'était un souvenir raconté. Et à la fin de l'histoire, hop, vous bouclez avec le présent. Et là, ça peut donner une suite. Si vous avez d'autres idées, pareil, notez-les en commentaire. Je suis très curieuse de les lire et j'adore quand vous me laissez des commentaires. Pour conclure, si jamais vous hésitez à construire des scénarios en solo, j'espère que cette vidéo vous aura donné une méthode simple, parmi de nombreuses autres évidemment, pour vous lancer. Le bac à sable n'est pas la seule option, Zélie a raison, pour construire son histoire en jeu de rôle. Et le degré de préparation et d'improvisation vous appartiennent. Construire son scénario, c'est une partie satisfaisante du jeu de rôle en solitaire. Mais vous pouvez aussi prévoir un scénario complet pour du multi et le simuler vous-même en le jouant comme si vous étiez avec des joueurs à une table. Comme je vous le dis souvent, le solo est une autre approche du jeu de rôle. Ce n'est pas incompatible avec le jeu de rôle en multi. Et c'est l'occasion, surtout, de passer un bon moment avec vous-même. Car vous êtes la personne avec qui vous passez le plus de temps dans votre tête. Et pendant ce moment-là, personne ne viendra mettre le nez dans ce que vous dites et ce que vous pensez. Alors, osez, créez, déchaînez-vous, imaginez, rêvez en lançant les dés et faites-vous plaisir. Et sur ce, je vous souhaite d'excellentes parties de jeux de rôle et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.